Après avoir abordé les roches, des solides naturels, nous allons passer à quelque chose d'un peu plus fluide, plus liquide. Aujourd'hui, nous allons parler d'eau, H2O, ou tout du moins d'une étendue d'eau. Une étendue que vous connaissez sous le nom de Grande Bleue, de Mare Nostrum, ou tout simplement de Méditerranée. Oh que je l'aime cette mer, pas seulement parce que j'ai quasiment passé ma vie à ses côtés, mais parce que son histoire est incroyable, extraordinaire. Je ne saurais trouver de qualificatif tant son histoire est riche, et pas que pour le genre humain, dont on dit qu'elle en est le berceau de sa civilisation. Cependant, en ce qui nous concerne, nous allons plutôt nous intéresser à son ancêtre, l'océan Thétis. Pour réaliser cet épisode, je me suis appuyé en partie sur un bouquin du Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, le roman de Thétis, tout au moins pour la partie géologie. Quant à la partie paléontologie, c'est entre autres et surtout sur une publication de notre sommité nationale, Nathalie Bardet, une spécialiste des reptiles marins. Cependant, ces documents datant de la fin des années 90, il est fort probable que depuis lors, certaines choses soient obsolètes. Donc, ne prenez pas pour argent comptant tous les détails énoncés. Toutefois, cela nous donnera globalement une petite idée de son histoire. Et concernant les requins, bien évidemment, l'incontournable bouquin de Gilles Cuny, merveilleusement illustré par Alain Benetto. Les liens sont en description. En 1987, Jean Dercourt réunit une équipe pluridisciplinaire de 124 scientifiques européens, 31 laboratoires de géologie européens et plusieurs centres de sédimentologie, paléontologie. Tous sont spécialisés dans l'étude des sédiments, de la flore et de la faune fossile des différents empilements sédimentaires. Leur but est de mettre en place le programme Thétis, l'Atlas Thétis. Celui-ci permettra de comprendre et de retracer le parcours des grandes masses continentales, ainsi que les pressions qu'elles exercent les unes sur les autres. Parallèlement, le programme a aussi pour vocation de synthétiser toutes les connaissances acquises, afin de reconstituer les paléo-environnements d'autrefois. Le tout sera rassemblé dans une base de données informatique et de les exposer sur des cartes. C'est ce que nous allons voir de plus près. Si vous suivez les épisodes de la chaîne, vous devez être familier avec les termes comme subduction, orogénèse, dorsale, etc. Nous savons depuis Alfred Wegener que la croûte terrestre est en mouvement, qu'elle est une mosaïque de plaques lithosphériques sans cesse en mouvement, qui façonne la morphologie de la planète. C'est ce processus que l'on nomme tectonique. Pour rappel, une plaque lithosphérique ou plaque tectonique est une immense structure géologique qui par un côté émerge des profondeurs de la Terre vers la surface, créant ainsi les dorsales, et de notre côté plonge en profondeur sous une autre plaque tectonique. C'est ce processus que nous nommons subduction. En bref, une espèce de tapis roulant géologique en perpétuel renouvellement. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi qu'au cours des centaines de millions d'années que la planète change de visage à plusieurs reprises, jusqu'à aujourd'hui, et en changera encore dans les millions d'années à venir. Au début de l'ère paléozoïque, il y a environ 540 millions d'années, les deux continents, l'Eurussia et Proto-Gondwana, issus de la fracture du supercontinent rhodynien, Terre-Mer, se sont séparés. Mais tout au long du Paléozoïque, la perpétuelle tectonique des plaques amène les deux continents à s'unir à nouveau. L'Eurussia et Proto-Gondwana glissent lentement mais inexorablement l'un vers l'autre. Les millions d'années passant, ce très long processus nous amène à la période carbonifère, période qui voit la fusion des deux continents. L'union des deux continents, bien que lente, s'avère être d'une puissance considérable. De cette étreinte géologique est née une des plus grandes chaînes de montagnes que la planète ait jamais connue, la chaîne hercynienne. La chaîne hercynienne, ou chaîne varisque comme la nomment les anglo-saxons et le reste du monde, est immense, pas loin de 3000 km de large, traversant de part en part le nouveau continent Pangée. Pangée qui au passage est un terme signifiant toutes les terres et qui fut inventé par l'incontournable Alfred Wegener, encore lui.
Nous sommes il y a 300 millions d'années. C'est la fin du Carbonifère. L'immense continent est totalement esselé. J'aime autant vous dire que la planète Terre en ces temps jadis portait très mal son nom. C'était plutôt une planète océan. Et si Pangée veut dire toutes les terres, l'immense océan qui l'entoure porte le nom de Pantalassa, toutes les mers. Cependant, durant le processus de la formation du supercontinent Pangée, l'implacable force tectonique a amené la partie sud du continent de plus en plus vers le nord, englobant et isolant en son sein une partie de l'océan Pantalassa. C'est ainsi qu'est apparu l'océan Thétis, le paléo-océan Thétis. Au cœur de ce nouvel océan, la faune est en pleine effervescence, notamment chez les condictiens, les poissons cartilagineux, autrement dit les ancêtres très éloignés de nos requins. En effet, le Carbonifère et le Permien sont l'âge d'or pour ces animaux. Ils connaissent une diversité sans pareille. Les hauts fonds bordant le jeune continent devaient foisonner le condrictien en tout genre. Les millions d'années passent, nous sommes donc au Permien, et plus exactement à la fin du Permien, au Permien terminal, il y a un peu plus de 250 millions d'années. Vers le centre du croissant pangéen, sur la côte est, un gigantesque golfe a vu le jour, un golfe qui abrite l'océan Thétis. Pour être exact, durant le Paléozoïque, on parle plutôt de Paléothétis, et dès la fin du Permien, nous parlons de Néothétis. Cependant, pour faire plus simple, nous parlerons ici de Thétis. Toujours est-il qu'ici débute son histoire. Sur le continent, comme nous l'avons vu, le cycle hercynien vient de s'achever. Dans l'ensemble, le climat est chaud et semi-aride. Et au cœur de ce nouvel océan, la vie foisonne. Sans être exhaustif, on voit s'épanouir les ammonoïdes, les coraux, les trilobites grouillent sur le plancher océanique. Et dessus, dans la colonne d'eau, les chondrichthiens, alors au sommet de la chaîne alimentaire, voient apparaître de nouveaux arrivants. Désormais, les premiers reptiles marins, tels les mésosauridés, arpentent les hauts fonds de la Thétis. Ils sont les premiers reptiles connus à se réadapter au milieu aquatique. Entendons-nous bien, j'ai bien dit mésosauridés, à ne pas confondre avec les mosasauridés, qui arriveront bien plus tard. Pour les chondrichthiens, les poissons cartilagineux, ce n'est pas la fête. En effet, ils ne vont pas apprécier la transition carbonifère-permien. Et bien des gens tirent leur révérence. Néanmoins, ils n'ont pas fini de faire parler d'eux, car durant le Permien, un nouveau clade fait son apparition, les néocélaciens. Revenons à la Thétis. Au fait, le nom Thétis provient de la mythologie grecque. Il s'agit de l'une des Titanides, les filles des dieux originels, Gaïa et Ouranos, respectivement la terre et le ciel. Elle est la Titanide, déesse de la mer, qui, mariée à son frère le Titan Océan, engendrera les Océanides, et toute une tripotée de dieux fleuves. Environ 3000. Bon, en même temps, c'est la mythologie grecque, alors il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Revenons à la Thétis. Sur cette carte, au sud de l'océan, nous voyons ce que l'on appelle une plateforme carbonatée. Il s'agit d'une structure géologique sédimentaire. Et plus exactement, une bordure de continent immergée et recouverte de calcaire d'origine organique. Celle-ci porte le nom de Mégalassa, et elle est composée de ce qui sera plus tard le centre de l'Afghanistan, le Tibet, la Birmanie, l'ouest de la Thaïlande et l'Iran sur sa pointe nord. Quant à celle située plus au nord, c'est la plateforme carbonatée du bloc Qiantang, qui est une portion de la future Chine. Mais je ne saurais être affirmatif. Ces deux structures s'écartent doucement de l'ancien continent proto-gondwana, et leur voyage ne fait que commencer. Nous voici à la fin du Permien. Si vous suivez la chaîne, vous savez très bien ce qu'il va se passer. Donc je vais passer outre. Je ne vous dirai qu'un seul mot. Hécatombe. Et c'est un doux euphémisme. C'est la troisième des 5 principales extinctions, et la plus dévastatrice. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode dédié, via la fiche en haut à droite, ou le lien en description. Toujours est-il que l'extinction permienne clôt le Permien et par la même occasion l'ère paléozoïque. Désormais, les trilobites font partie du passé. Tristesse.
Avant son nom de quelques dizaines de millions d'années et rendez-vous à l'ère mésozoïque. Bien, nous voici au Trias. Sur le continent, la période voit l'amènement des cynodontes, ancêtres des mammifères, et bien entendu des archosaures, ancêtres des dinosaures. Sur cette carte, nous sommes au Trias moyen, et plus exactement à l'étage nommé Anisien, un petit étage d'environ 5 millions d'années. Nous pouvons constater que les deux plateformes carbonatées se sont déplacées vers le nord. C'est en fait l'ensemble du sol de la Thétis qui se déplace vers le nord. Vous l'aurez sans doute compris, la Thétis repose sur une plaque lithosphérique présente ici sous le nom de plaque de transit. En effet, cette plaque est en mouvement de subduction, glissant vers le nord sous la plaque asiatique, zone de subduction qui par ailleurs accueille des zones de volcanisme très intenses. Quant aux plateformes carbonatées, nous le verrons plus tard, iront inéluctablement s'agréger avec la plaque asiatique. Plus bas, plus ou moins en son centre, sur la côte de l'est de la Pangée, l'océan Thétis érode le continent. Et peu à peu, la mer envahit les terres, au pied de la chaîne hercynienne. Ce qui ne sera pas sans conséquences. Du côté de la faune marine, suite à l'extinction permienne, le Trias se caractérise par une diversité importante de reptiles marins. Cette radiation est la plus importante de tout le Mésozoïque. Toutefois, c'est sur les zones côtières, sur le littoral que les reptiles marins sont le plus nombreux, tels les notosaures, les ichthyosaures et autres placodontes. En parlant de zones côtières, laissez-moi digresser un poil pour vous parler d'un étrange animal. Voyez plutôt. Tanystropheus. Tanystropheus, tel est son nom. Longues vertèbres. En effet, ces vertèbres sont très longues. Il s'agit d'un animal des plus étonnants. Sa morphologie, pour le moins caractéristique, est un véritable casse-tête pour les scientifiques. Son long cou et son aspect en général, qui n'est pas sans rappeler les grands élasmosaures marins, nous laissent dubitatifs. En effet, on pensait à l'image du documentaire de la BBC, qui le présentait comme tel, qu'il s'agissait d'un animal aquatique. Mais en 2015, la science a parlé. Il n'en est rien. Il est bel et bien terrestre, côtier même, ayant un régime piscivore, son long cou lui permettant de pêcher sans trop d'efforts. Donc, partant du postulat qu'il s'agit d'un animal terrestre atteignant, pense-t-on, les 6 mètres de long, comment pouvait-il manœuvrer un aussi long cou à l'air libre? Encore une question sans réponse, une fois de plus, affaire à suivre. Bien, revenons à nos reptiles marins si nombreux. Il est probable que ce foisonnement soit en relation directe avec la montée des eaux, la transgression, agrandissant de façon significative l'aire du domaine épicontinental où vivaient tous ces groupes d'animaux. Parmi ces groupes, ce sont surtout les notosaures qui connaissent la radiation la plus intense, étant donné que le nombre d'espèces connues au Trias moyen représente environ un tiers du nombre total de reptiles marins connus durant ce laps de temps. Les ichthyosaures, déjà très abondants depuis le Trias inférieur, le sont un peu moins au cours du Trias moyen. Ils se caractérisent presque tous par un régime alimentaire d'urophage. Entendez par là qu'ils se nourrissent d'animaux à carapace ou à coquille. Et d'autre part, par une taille modérée qui devait les confiner au domaine littoral. Cependant, apparaissent déjà des formes de taille plus importantes telles que Symbospondylus, qui devaient être capables de s'aventurer plus loin en haute mer. Quant aux placodontes, c'est durant le Trias moyen qu'ils sont le plus diversifiés, même si leur radiation demeure modeste et limitée géographiquement à l'hémisphère nord. Avant d'aller plus avant, il est à noter qu'entre-temps il y a eu une petite crise. En effet, la transition Trias moyen-Trias supérieur ne s'est pas déroulée dans les meilleures conditions. On ne saurait dire exactement à quoi est due cette crise, sans partir dans des hypothèses très hypothétiques. Enfin, vu que ce moment présente une forte régression, un retrait de la mer, diminuant le domaine épicontinental, il serait possible, notez le conditionnel, que cela ait affecté les espèces adaptées au mode de vie côtier, vu que les espèces adaptées déjà à un mode de vie pélagique, tels certains ichthyosaures, ne semblent pas avoir ressenti les effets restrictifs de la régression.
Toujours est-il que ce n'est quasiment terminé avec les notosaures. Leur évolution fut aussi intense que brève, sans compter certains genres d'autres familles. Du côté des chondrichtiens, ou sélaciens comme on les nommait autrefois, la crise Permien-Trias n'a pas été sans conséquences. Sans doute en raison de leurs mœurs benthiques, ils ont été touchés de plein fouet par l'anoxie, l'appauvrissement en oxygène lié à la crise. Cependant, Gilles Cuny, notre spécialiste national, nous dit dans son ouvrage que les rares survivants se seraient réfugiés dans les grands fonds et qu'il faudra attendre pas loin de 35 millions d'années d'une longue évolution avant qu'ils ne retournent à la surface. Quoi qu'il en soit, de ce rescapé émerge un groupe qui va parfaitement s'adapter dans les eaux du Trias, les zybodontes. En eau douce, en eau salée, durant les 50 premiers millions d'années du Mésozoïque, les zybodontes s'épanouissent, ils s'adaptent et ils mutent. Sans rentrer dans le détail, leurs dents se spécialisent, autant pour l'arrachage que pour le broyage. Ainsi, au cours du Trias moyen, ils deviennent à nouveau de terribles prédateurs. Quelques millions d'années passent, ce qui nous amène à l'étage du Nordien, au Trias supérieur. D'aride, le climat devient progressivement humide, sans doute à cause d'un régime de mousson qui s'est mis en place. Au sein de la Thétis, la plaque de transit a progressivement amené la plateforme Mégalassa à entrer en collision avec le continent, la partie nord du continent, le futur Iran. Notez sur la carte la plateforme Kirse-Ir, correspondant au bloc turc, et plus bas encore, accolé à l'ouest Gondwana, le bloc Argo, qui s'avérera être une partie de l'Indonésie. Plus à l'ouest, l'océan Thétis continue s'engouffrer allègrement dans les terres, entamant ainsi l'ouverture du futur océan Atlantique. Au cours de ce processus d'érosion, un chapelet d'îles voit le jour, un archipel. Un archipel qui, quelques millions d'années plus tard, deviendra ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. L'Europe du Sud. La fracturation de la Pangée entraîne un intense volcanisme, et les gaz qui se déversent dans l'atmosphère influencent considérablement l'environnement. Par ailleurs, sur la partie sud du continent, le futur Gondwana, une dorsale se dessine. Elle préfigure la séparation du Gondwana occidental du Gondwana oriental, est et ouest. Ça bouge pas mal au Trias. Avançons de quelques millions d'années. Chez les reptiles marins, au Trias supérieur, ils connaissent une période de réorganisation faunique, amenant à un remplacement progressif des reptiles marins côtiers par des formes plus pélagiques, préférant la haute mer. À la fin du Trias, seuls les groupes qui ont développé des représentants de haute mer vont subsister. Les placodontes, eux, ne s'adaptent pas à un mode de vie pélagique et disparaissent. Idem pour les thalattosaures. Tristesse. N'oublions pas qu'à ce moment de notre petite histoire, à la fin du Trias, a eu lieu un petit chamboulement. La quatrième extinction de masse, l'extinction Trias-Jurassique. Concernant nos amis chondrichtiens, eux, la crise Trias-Jurassique, même pas mal, oserais-je dire. Certes, le groupe primitif des xénacantes disparaît, ainsi que certains zybodontes, mais dans l'ensemble, ils s'en tirent plutôt bien. Il faut noter que vers la toute fin du Trias apparaissent les requins dits modernes. Eux aussi traversent la crise. Par ailleurs, ils ont un avantage par rapport aux zybodontes, la vitesse. Pour faire simple, si des zybodontes sont pourvus d'une colonne vertébrale faite de cartilage flexible, leur conférant une nage ondulatoire et lente, les requins modernes, eux, possèdent une colonne vertébrale faite de cartilage calcifié, plus rigide, leur permettant une nage bien plus rapide et efficace en termes de chasse. Toujours est-il que nous voilà au Jurassique, et cela, nous le verrons prochainement. Comme vous l'aurez constaté, ça a pas mal bougé au Trias. En 50 millions d'années, bien des choses sont produites. Et je suis loin, mais alors très loin d'être exhaustif. Paléontologiquement parlant, je n'ai abordé que les gros spécimens. Je vous laisse imaginer ce qu'il a pu en être concernant les plus petites créatures, qui sont de loin les plus nombreuses. Bref, j'espère que cela vous aura plu, et si tel est le cas, c'est génial. Alors envoyez des petits pouces bleus, matez des pubs Utip,
Et si le corps vous en dit, utilisez Tipeee. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous prochainement. Et nous verrons ce qu'il advient de la Tétis et de ses occupants au cours des périodes suivantes. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine.